Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous parle depuis un petit village, dans une tribu indigène qui s'appelle Bribri, dans le sud-est du Costa Rica. Je suis reçu chez un jeune homme qui s'appelle Armando, qui est très accueillant, très sympathique. Et donc, je tourne la vidéo dans un contexte intéressant. On ne peut plus éloigner du transhumanisme. Ici, on produit de la nourriture locale, de façon naturelle. On utilise très peu de technologie, il n'y a pas d'internet. Les gens ont des téléphones, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je vais donc vous parler du transhumanisme avec beaucoup de recul. Je peux aussi parler du recul lié au fait que ça fait plus d'un an que je vous promets cette vidéo. Et donc j'ai eu le temps, effectivement, de prendre du recul et d'analyser tous les points que je voulais aborder avec vous. En réalité, il y en a tellement de ces points que j'ai décidé d'en faire une série de petites vidéos. D'une part, vous préférez les petites vidéos, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de visites, de vues. Ça me rapporte beaucoup plus de nouveaux membres que les longues vidéos. En plus, pour faire une longue vidéo complète, je ne sais pas si je vais la sortir un jour, parce qu'il y a tellement de travail, tellement d'informations qui se rajoutent au quotidien, avec des nouvelles publications, avec des nouvelles découvertes ou des découvertes personnelles. Et donc finalement, c'est pour ça que ça traîne. Donc, changement de méthode. On va attaquer des petites vidéos et c'est un sujet sur lequel je vais donc revenir régulièrement. C'est en fait un sujet extrêmement vaste, qui touche à plein de choses et j'en ai déjà régulièrement parlé. Un des éléments déclencheurs, pour avoir décidé de faire ces petites vidéos maintenant, c'est le discours de Vladimir Poutine. Parce que ça fait environ un an que la guerre en Ukraine, ou plutôt l'opération militaire spéciale, a commencé. La guerre en Ukraine a commencé bien avant évidemment, mais vu, disons, que c'est passé en conflit ouvert ou en conflit de haute intensité, comme on dit régulièrement sur les médias, j'en ai parlé dans des vidéos, j'en ai fait 5 ou 6, et ce sont les vidéos qui ont le plus de succès sur ma chaîne, donc c'est bien la preuve que ça vous intéresse et que mon avis vaut la peine d'être partagé. Et Vladimir Poutine dit quelque chose de très important, enfin il dit plusieurs choses de très importantes, mais il parle notamment de guerre de civilisation, car il en va de l'existence même de notre pays. Mais ils ne se rendent même pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie. Et c'est pourquoi ils mènent contre nous des attaques informationnelles de plus en plus agressives. Ils utilisent les jeunes et mentent en permanence. Ils déforment les faits historiques. Ils s'en prennent à notre culture, à l'Église orthodoxe, à d'autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays. Voyez ce qu'ils ont fait avec leur propre peuple. Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Ils ont humilié les enfants de sorte que la est la norme de vie aujourd'hui. Attention ici à l'interprétation en direct, qui est très approximative. Alors je ne parle pas russe pour le vérifier moi-même, mais il suffit de reprendre le discours après coup, qui a été sous-titré. Là c'est fait de façon plus précise, puisqu'effectivement, s'il y avait une erreur grossière, elle serait vue par les russophones qui parlent français, ou les francophones qui parlent russe. J'ai mis les deux versions, la version qu'on a entendue en direct, et puis la version sous-titrée qui a été mise en ligne quelques heures plus tard. C'est très important parce que le problème de la pédophilie existe évidemment, mais ce n'est pas encore la norme et ce n'est pas ce qu'a dit Poutine, heureusement, parce que ça décrédibiliserait quand même solidement son propos. Посмотрите, что они делают. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. Священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят. Effectivement, on peut parler de guerre de civilisation, mais il faut bien définir quels sont les protagonistes, qui se bat, quels sont les intérêts des uns et des autres. Et donc, cette première vidéo de la série va mettre tout ça à plat pour que ce soit bien clair. Il faut quand même savoir que ce n'est pas la première fois que l'être humain essaye de s'améliorer lui-même. Si vous regardez dans l'histoire, on parle notamment d'eugénisme, c'est-à-dire qu'on utilise les phénomènes naturels, un petit peu comme on sélectionne des races chez les animaux ou des variétés chez les plantes, c'est-à-dire qu'on choisit les individus qui se reproduisent pour aller dans une certaine direction. Ça, c'est un phénomène
naturel, le phénomène naturel d'évolution, qui est contrôlé de façon plus ou moins efficace par l'être humain, sachant que c'est une évolution qui est lente. Je donne souvent en exemple des races de chiens. Si vous sélectionnez dans une portée de chiens les petits chiens les plus clairs, au final vous aurez des tout petits chiens blancs. Mais ça peut prendre des dizaines, des centaines de générations. Et donc, si vous regardez le projet hitlérien, eh bien, c'était basé là-dessus. C'était favoriser une race qu'il a déterminée. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les races et les sous-espèces, parce que cette définition est très discutable, mais peu importe, parce que ce soit scientifiquement valide ou non, c'est totalement inacceptable sur le plan éthique. Son idée, c'était de favoriser ce qu'il considérait comme la race allemande, la race aryenne, etc., et défavoriser les autres pour faire un homme meilleur de génération en génération. Évidemment, le jugement de valeur que sa race est meilleure que les autres n'est absolument pas scientifique ni objectif, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment de comprendre le concept. Donc, on se sélectionne, on s'auto-sélectionne pour aller vers un mieux. Et ce problème, c'est que la nature fonctionne comme ça et pose des problèmes éthiques. Par exemple, les personnes, disons, handicapées, qui ont un problème, un vrai problème, tout comme les animaux qui ont un handicap dans la nature, ils sont contre-sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de chances de mourir avant d'arriver à l'âge adulte, et s'ils arrivent à l'âge adulte, ils ont une faible probabilité de se reproduire. Et c'est comme ça que l'espèce s'améliore. C'est comme ça pour toutes les espèces animales. On peut trouver ça cruel, etc. C'est pas un jugement moral, c'est comme ça. Et donc, sa mise en application par un pouvoir dictatorial peut mener évidemment à des souffrances terribles. Ces projets sont heureusement tombés à l'eau, ça n'existe plus, mais il y a le transhumanisme à la place. Et pour faire un parallèle très facile à comprendre, pensez aux OGM. Avant, on mettait des dizaines, des centaines de générations pour sélectionner des meilleures tomates, du meilleur maïs, des meilleures bananes, etc., pour qu'il n'y ait plus trop de graines dans les fruits, que ce soit plus agréable à manger, pour qu'ils puissent survivre dans des conditions plus difficiles, etc. Tout ça, on le sélectionnait sur le terrain petit à petit. Et maintenant, on a des OGM, et directement, on peut apporter les modifications génétiques nécessaires. Eh bien, le transhumanisme est à l'eugénisme ce que les OGM sont à la sélection de race. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite. Ce qui pose des questions, c'est que quand on sélectionne des races ou des variétés, par exemple pour l'agriculture, eh bien, comme ça se fait très lentement, eh bien, la plante concernée, par exemple, eh bien, elle va s'adapter progressivement sur des points auxquels on n'a pas pensé. Par exemple, aux insectes qui la mangent, etc. Quand on modifie brutalement, elle n'a pas le temps de s'adapter sur les points sur lesquels on n'a pas travaillé, et la nature n'a pas non plus le temps de s'adapter à la nouvelle plante. Donc les dégâts possibles, les problèmes possibles sont beaucoup plus grands. Est-ce qu'il en sera de même de l'être humain? Très probablement. Avant de continuer, si jamais vous n'êtes pas très clair par rapport à ce qu'est le transhumanisme, je vous invite à voir ce documentaire. Je l'ai déjà mis dans une vidéo il y a un an ou deux sur le sujet. Je crois que ça reste une des meilleures vidéos qui explique l'idée. Très bonne analyse. Évidemment, la réalité peut s'en écarter, surtout si nous sommes assez nombreux à ne pas être d'accord avec ce futur et à exiger quelque chose de différent. Et c'est là que vient un des points cruciaux de ma vidéo et des objectifs de ma vidéo. Le pouvoir, les gens qui tiennent vraiment le pouvoir, je ne parle pas des pions qui sont mis au niveau des gouvernements pour mettre en place leur politique, ceux qui décident vraiment derrière, qui veulent aller vers le transhumanisme, qui sont entre autres basés en Californie, mais pas seulement. Côté européen, on a par exemple Laurent Alexandre, qui est bien connu, qui je crois est français mais vit en Belgique. Lui souhaite le transhumanisme, il prépare ses enfants à ça, etc. Il l'a déjà dit publiquement, mais il ne vit pas en Californie, il n'est pas californien. Il n'y a pas que les Californiens, mais disons que la Silicon Valley est la capitale du transhumanisme actuellement. La base, leur problème fondamental, c'est comment faire passer leur machin par rapport à une population qui va majoritairement être contre. Alors pourquoi est-ce que la population serait contre? Parce qu'on va dire améliorer l'être humain, ça peut être pas mal. Eh bien, il y a deux raisons. La raison principale est très facile à comprendre. Le transhumanisme, c'est améliorer l'être humain à l'aide de technologies. Et cette technologie est aux mains d'une minorité. Et dès que l'être humain sera amélioré par cette technologie, eh bien l'humanité sera aux mains, sous le joug des personnes qui contrôlent la technologie, qui seront une minorité. Et donc la majorité ne veut pas se soumettre et devenir quasiment des esclaves d'une minorité, on peut comprendre, et ils ont évidemment raison. Le deuxième point principal,
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'être humain comme une espèce d'alien sur la Terre, mais comme partie intégrante de la nature. Et donc, on est en interaction constante avec les autres animaux, avec les plantes, avec évidemment l'atmosphère, etc., dans un système qui était relativement cohérent et qu'on a chamboulé. Et en allant vers le transhumanisme, on empire encore cette séparation entre l'être humain et le reste de la nature, et donc on diminue les chances que la nature survive à tout ça, et même que le vivant survive à tout ça. On utilise parfois l'expression de jouer aux apprentis sorciers, et ici c'est carrément jouer aux apprentis dieux. Le problème c'est que même si on avait une technologie parfaite, ce serait peut-être pas nécessairement souhaitable, parce que les écosystèmes fonctionnent très bien, ils ont leur intérêt en soi. Pourquoi est-ce que c'est l'être humain uniquement qui devrait survivre sur cette planète et tout contrôler? Déjà ça c'est discutable, mais en plus, on n'a jamais fait de technologie parfaite, et on n'en fera jamais, parce que nous ne sommes pas parfaits, on fait des erreurs, et ces erreurs peuvent coûter extrêmement cher dans les domaines que nous touchons ici. Pour prendre un exemple très facile à comprendre, eh bien, si on décide de modifier génétiquement l'homme en injectant par exemple un système d'ARN messager à la planète entière, et qu'on a fait une erreur, et que ça provoque une maladie qui tuerait tout le monde, ben, on va évidemment faire un massacre extraordinaire. C'est un exemple tout à fait pris au hasard, évidemment, vous l'aurez compris. Et donc, on ne peut pas accepter que cette minorité décide comme ça du futur, non seulement de l'humanité, mais de la vie sur Terre, en fait. Donc il faut résister. Et donc la question cruciale, c'est celle que je pose dans cette vidéo ici, c'est comment faire pour résister. Et pour résister, il faut être capable de comprendre comment il prévoit de nous manipuler, et il nous manipule déjà. Les meilleures dictatures, c'est celles où les gens se croient en démocratie. Hein, ça, c'est vraiment la base. Je pense que dans l'Union européenne, il y a déjà beaucoup de gens qui commencent à comprendre que cette stratégie est la meilleure. Mais je ne vais pas faire de politique ici, en tout cas pas de politique politicienne, hein, on n'est pas là pour ça. Mais je vais vous montrer les voies qui vont faire que la majorité, si elle n'y prend pas garde, va effectivement se laisser avoir par le transhumanisme. Parmi ces voies, il y a deux choses sur lesquelles nous allons insister. C'est le métaverse, c'est-à-dire un système qui va rendre les gens dépendants de la technologie encore plus que maintenant. On voit déjà que les gens ils sont dépendants des téléphones. Et donc je vais faire une vidéo, hein, j'ai dit que je ferais ça en plusieurs petites vidéos, qui va expliquer comment le métaverse va vous manipuler de façon encore bien plus forte que les téléphones et même que les drogues. Ça c'est vraiment très important. Et l'autre voie, je dirais la voie moins technologique, quoique, c'est le wokisme. Alors, j'ai déjà parlé du wokisme, j'ai déjà fait une vidéo sur le wokisme, qui montre comment le wokisme est un cheval de Troie pour le transhumanisme. Je vous invite à aller la voir, c'est une vidéo qui marche bien, les gens trouvent extrêmement clair, donc je ne vais pas redire la même chose, mais je vais quand même faire, dans le cadre de cette série de vidéos sur le transhumanisme, je vais quand même reparler du wokisme, avec des exemples très très concrets. Et donc, c'est là que Vladimir Poutine souligne, peut-être pas de façon aussi précise que je vais le faire dans mes vidéos, mais ce qui est en train de se passer. En poussant le wokisme et en exigeant que tous les pays l'appliquent, parce que c'est ce que font les États-Unis, hein, moi je le vois bien en Amérique centrale, comment les populations, je dirais plus conservatrices, souvent catholiques comme au Mexique, où je suis installé depuis 2020, veulent garder le sens de la famille, etc. Et comment les États-Unis essayent d'imposer que le Mexique et toute l'Amérique centrale d'ailleurs se tournent vers le mariage des homosexuels, d'accepter les chirurgies de changement de sexe, qui sont souvent interdites dans beaucoup de ces pays, etc. etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est évidemment pas pour une histoire de droits de l'homme et de droits individuels, c'est pas du tout la question, c'est parce qu'une fois que les gens, d'une part, auront pris l'habitude de pouvoir choisir ce qu'ils sont, en fait, ils ne choisissent rien du tout, c'est juste superficiel, mais ils croient qu'ils choisissent ce qu'ils sont. Et en plus, qu'une fois qu'ils auront fait des opérations, ils seront dépendants à vie de la technologie, parce qu'on est toujours dépendant de produits et de technologies. Une fois qu'on se lance dans ce genre d'opération, eh bien, ils seront soumis au système. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais j'y reviendrai plus en détail, surtout que depuis la publication de la vidéo, il y a des tas d'exemples qui ont confirmé mes propos. Donc, la guerre de civilisation, c'est quoi? Eh bien, c'est une civilisation où la technologie contrôlerait tout, et donc les individus que nous sommes seraient soumis à l'intelligence artificielle et seraient dépendants des technologies qui sont aux mains, je vais dire, de l'élite dirigeante. L'élite n'a rien ici de quelque chose de positif. Et en plus, ils en redemanderaient parce qu'ils seraient tellement attachés
au plaisir que leur fournira, et que leur fournit déjà, le métaverse, qu'ils seront très faciles à manipuler. Les enfants, quand même, c'est merveilleux, les enfants, je sais pas. Bon, bien sûr qu'il y a toujours eu des horreurs, enfin, dans la pédophilie, mais maintenant, c'est presque normal, tu vois, c'est pas normal, mais et ben maintenant, t'as vu les Espagnols. Qui légalisent, ouais, la zoophilie, bon, ouais. bref. Bon, enfin, c'est une dingue, hein, qui a fait ça, et puis les gens vont contester, c'est ignoble. Moi, en plus, j'adore les animaux, alors imagine, j'avais vu des fois des Allemands, les chiens, le pauvre, il y avait un chien, il était dans un état, je me suis dit, mon Dieu, quelle honte, tu vas enlever le chien, quoi, il devait être, enfin, c'est horrible. Donc, non, mais c'est atroce. Alors, tout ce qui est laid. Mais derrière la culture woke, il y a quand même véritablement, il y a eu la destruction de la famille, de ce qu'était une famille, c'est-à-dire un père, une mère, depuis la nuit des temps. Et maintenant, il y a même plus, comme ça n'existe plus, ils détruisent l'idée de sexe. Puisque maintenant, tu as indifférent, et puis maintenant, tu as quasiment des dizaines de catégories. Et ça ouvre la porte à quelque chose de pire, c'est de donner une humanité à la machine. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est de nous amener à, que l'être humain petit à petit, l'être humain amélioré, donc avec des drogues, puis avec des machines, etc. Surtout que l'être humain n'est plus le respect de lui-même, qui n'est plus la sensation que la vie, c'est peut-être sacré, qu'il y a quelque chose qui nous transcende, tu vois, enfin, je sais pas, c'est tellement beau quand on regarde la nature, la création, c'est tellement divin, sublime. Et comment tu ne peux pas sentir tout cet amour et cette beauté qui nous a été donnée, hein, puisqu'on peut vivre sur une planète quand même qui est quand même exceptionnelle. Je ne connais pas cette Marie Chantal, mais je pense qu'elle a bien compris ce qui se passe. Je partage surtout pour Bertrand, qui, à part son nom de famille qui ressemble au mien, est un de mes contacts sur Twitter, et j'admire ses analyses sur la guerre en Ukraine, et très souvent ses analyses techniques. Je pense qu'il est ingénieur, et il semble très compétent dans son domaine. Je précise, je rappelle, je l'ai dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs sur la guerre en Ukraine, quand je partage les propos de quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Toutefois, ses analyses sont intéressantes, et il a créé récemment une chaîne YouTube, et donc je vous invite éventuellement à la rejoindre. Si vous le faites, vous verrez que sur les sujets qui me passionnent, en particulier nature, environnement, animaux, il n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, et je pense que c'est parce que ce n'est pas son domaine de compétence. Donc j'invite Bertrand, si tu m'écoutes, eh bien j'aimerais bien que nous fassions un débat qu'on pourrait publier sur nos chaînes respectives sur YouTube, qui pourrait être très enrichissant, parce que je sais que tu es ouvert, et que tu comprendras les explications que je te donnerai sur certaines informations, disons approximatives, que tu as données, notamment sur les problèmes de ressources sur la planète et le réchauffement climatique, etc. À propos de youtubeurs compétents avec lesquels je suis en grande partie d'accord, mais pas toujours, il y a Mika Deniso. Je vous rappelle que c'est lui qui avait filmé ma vidéo de mars 2020, où je vous déconseillais d'accepter les futures injections qui allaient arriver. Avec 3 ans de recul, j'imagine que vous voyez que j'avais tout à fait raison de faire cet avertissement, on va dire ça comme ça. Et j'avais dit à l'époque de rejoindre sa chaîne parce que, concernant la pandémie, il avait tout compris. Effectivement, il avait tout compris. Il a aussi compris beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle. Je vous laisse d'ailleurs quelques extraits d'une vidéo récente qu'il a fait sur le sujet et qui, à mon avis, enrichit considérablement le débat. Alors oui, on va dire que c'est intriguant, presque passionnant, mais en même temps, c'est ultra flippant. Car l'utilisation de l'IA présente de nombreux avantages, c'est sûr, hein, on ne peut pas le nier. Les recherches que nous faisons sur Internet, par exemple, ça a changé nos vies, les services de messagerie, de gestion. Mais nous devons également être conscients des risques qui y sont associés. Premièrement, la technologie de l'IA devenant de plus en plus intelligente, les humains risquent de devenir obsolètes car le potentiel que les IA ont va devenir de plus en plus important. Alors, même si on ne peut pas vraiment parler d'intelligence, il est indéniable qu'elles sont plus rapides à trouver la bonne réponse et la bonne information que nous. Tellement rapides que nous ne pouvons pas les concurrencer et cela pose de grandes questions. Imaginez que vous avez une action en justice et que la personne qui vous attaque a une intelligence artificielle comme avocat ou un avocat qui utilise une IA et qui est capable, en moins d'1 minute, de contrer tous vos arguments en trouvant les textes de loi absolument adéquats à vos propos, pouvant même dire avec précision les probabilités du résultat de l'audience. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous perdrez votre action en justice
quoi qu'il arrive. Donc, ça nous amène à mon second point qui est l'impact de la technologie de l'IA sur les inégalités sociales et économiques. L'IA n'est pas gratuite, sauf ChatGPT, mais qui est déjà obsolète à l'heure où je fais cette vidéo car ses connaissances s'arrêtent à 2021. D'ailleurs, je lui ai directement posé la question et regardez par vous-même. Ma dernière année de connaissance est 2021. Je n'ai pas de connaissances récentes après 2021, toutes les informations que je peux vous donner sur 2022 et 2023 sont basées sur des données antérieures à 2021. Si vous avez besoin d'informations récentes, je vous recommande de consulter des sources fiables. Les IA performantes coûtent de l'argent, et même beaucoup d'argent. Ce qui fait que une partie de la classe sociale n'aura jamais les moyens de les utiliser. Et il y aura d'un côté les rapides, et de l'autre les lents. D'un côté les cultiver, et de l'autre les laisser pour compte. Ensuite, il y a un autre point que je voudrais vous partager. C'est le danger lié à la façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour manipuler les émotions et manipuler aussi les pensées des gens. On pourrait même se demander, jusqu'à un certain point, si elle n'a pas déjà été utilisée pour tout ce que nous avons vécu en 2020-2022. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors même si, par exemple, ChatGPT est dépassé dans sa version actuelle, l'IA est quand même capable de répondre à la plupart des questions et de soumettre des idées sur pratiquement toutes sortes de questions qui vous passent par la tête. Nous vivons actuellement une révolution technologique sans précédent qui va bouleverser la vision que nous avons de notre monde actuel et changer aussi notre façon de voir le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la révolution technologique de l'intelligence artificielle qui est en train de tout changer. L'enjeu actuel est sans précédent car soit vous l'utilisez, soit vous la subissez. Il n'y a aucune autre issue. La dernière partie, ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Il dit ça au début de la vidéo. Mais en fait, je voudrais signaler que je ne suis pas d'accord avec ce détail. C'est-à-dire que son analyse est super pour comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, qui est quand même le moteur du transhumanisme, ne l'oublions pas. Donc c'est tout à fait le sujet. Je reviendrai, je ferai une vidéo spécifique, je vous ai promis une série de vidéos, il y en a une qui s'intitulera Intelligence artificielle. Je compléterai ce que dit Mika Deniso, mais je pourrais difficilement faire des montages aussi didactiques que ce que lui a fait. Donc je vous encourage à aller voir également sa vidéo. Je ne suis par contre pas d'accord avec l'idée qu'on doit soit l'utiliser, soit la subir. On peut en être totalement déconnecté. Et je ne dis pas ça maintenant pour contredire Mika. Au contraire, dans la fameuse vidéo de 2020, c'était déjà une des informations que j'avais partagées, et je suis rentré dans plus de détails récemment. Dans cette vidéo, qui vous parle de ce que la science ne vous dit pas, mais qui pourrait vous être utile, je vous explique mon expérience de vie en solitaire dans la forêt. Dans ces conditions, sans électricité, sans connexion Internet, je ne suis pas influencé par l'intelligence artificielle. Alors évidemment, dans le futur, on va me dire que peut-être qu'il y aura des drones, des robots qui iront partout dans le monde et qui attraperont tous les êtres humains qui ne sont pas, je ne sais pas, dotés d'une puce électronique ou je ne sais pas quoi. J'espère qu'on n'arrivera jamais à une telle extrémité, mais je pense que je ne verrai quand même pas ça de mon vivant. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je le répète, je me laisse toujours la possibilité de partir vivre seul en forêt, loin de la civilisation, entre les guillemets, pour ne pas, justement, être esclavagisé par un système qui, grâce, je devrais dire à cause évidemment, de l'intelligence artificielle et de la technologie, permettra à la caste au pouvoir, je sais que quand je dis l'élite en général je me fais critiquer, de ceux qui dirigent, peu importe, on pourrait dire le pouvoir diabolique, la mafia au pouvoir, enfin bon, peu importe les termes, je ne veux pas me laisser esclavagiser par leur technologie, et donc il faut que je garde cette liberté d'être capable de vivre seul, donc sans avoir besoin de quoi que ce soit qui vient du système, que ce soit des médicaments, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être en bonne santé, l'alimentation, l'eau, ça c'est vraiment essentiel, je ne peux faire ça que là où il y a beaucoup d'eau, donc il faut une forêt et de l'eau, et donc je vis dans des pays où il y a de telles forêts, où je peux m'y rendre assez rapidement en cas d'un changement dans le système politique très rapide. C'est une des raisons pour moi de vivre au Mexique. Parmi les autres pays possibles, il y a la Colombie, il y a le Népal où j'ai fait cette première expérience, et quelques autres pays. Et d'ailleurs, je publie des vidéos pour vous conseiller des endroits pour vivre, tenant compte de tous ces éléments. Avant de terminer, je vous mets un petit extrait de cette vidéo qui vous parle de ce que la science ne vous dit pas.
parce que je pense que c'est une bonne vidéo et qu'elle est relativement peu vue jusque maintenant, et donc ça peut vous encourager à aller voir la suite. J'ai pris quelques semaines pour me familiariser avec le pays, pour faire des courses, pour acheter un sac à dos, pour acheter un peu de matos, compléter ce que j'avais déjà. Et puis je suis parti en forêt, précisément au pied des monts Annapurna, au nord du village d'Ashtam, au nord de Pokhara, plus globalement. Et mon idée, c'était d'y passer peut-être ma vie. J'étais vraiment tellement dégoûté, on va dire, de la vie civilisée, entre les guillemets, que j'étais prêt à tout. Je ne me sentais plus attaché à la vie. J'ai eu une vie très riche, passionnante, je ne me plains pas du tout. J'en veux à personne en particulier. Juste moi, là, j'étais dans un état d'esprit, plus rien. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais au moins, j'aurais essayé. Vivre dans la forêt, comme un animal sauvage. Manger des baies, manger des champignons, manger des racines, manger des feuilles, des fleurs, des fruits. Ce que je trouve, quoi. Au pire, je mangerai un champignon qui va me tuer. Bon débarras. C'est vraiment dans cet état d'esprit que j'étais. Et puis, au mieux, ce sera une expérience fabuleuse et ça va me remettre d'aplomb. Voilà, je vous dis à très bientôt, je compte faire des suites, je vais faire assez vite. C'est l'idée de faire des courtes vidéos, sinon c'est encore parti pour des mois. J'ai d'autres sujets sur le feu, vous voyez que je publie beaucoup de vidéos en ce moment, malgré les restrictions, je dirais, techniques, notamment ici, il n'y a quasiment pas Internet, mais j'arrive quand même plus ou moins à télécharger des vidéos, et puis dans mon lieu suivant, toujours au Costa Rica, je devrais avoir une meilleure connexion. Je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ci-dessous ou sur les réseaux sociaux, j'en tiendrai compte évidemment pour les vidéos suivantes. Terminons cela avec un peu d'humour. Et demandons à l'intelligence artificielle de parler pour moi. Veuillez commenter, aimer et partager la vidéo. Encore mieux, soutenez-moi via Tipeee. À bientôt.